Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Ouais, ben visiblement, les tensions sont encore bien vives à Québec solidaire. En tout cas, une décision prise lors de ce congrès à Gatineau qui fait vraiment réagir, celle de ne pas présenter d'hommes si, par exemple, des élections partielles surviennent là, au cours des prochaines années. Seulement les femmes et les personnes non-binaires auront le droit de se présenter pour Québec solidaire, si bien que l'ex-candidat dans Jean Talon, qui lui a été échaudé, souvenez-vous, lors de la dernière partielle, a décidé de déchirer sa carte de membre de Québec solidaire. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, cette décision-là, pour Olivier Bolduc, ne passe pas du tout. Ben, je le comprends. Je comprends cette réaction-là. Déjà que il avait passé par un mauvais moment lorsqu'il voulait se porter candidat dans Jean Talon, puis que l'establishment était contre sa candidature. Et finalement, ce sont les militants qui ont déterminé que c'était lui qui allait porter les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription de Jean Talon. Et là, d'apprendre que finalement, pour un parti qui veut décentraliser les décisions de manière locale, on centralise une décision qui aurait dû revenir aux militants, comme ça a été le cas à Jean Talon, ben ça ne passe pas. Puis normalement, je suis surprise de voir que seulement Olivier Bolduc réagit à ça. Normalement, c'est quelque chose qui qui devrait pas être accepté à Québec solidaire. Là. Normalement, c'est aux militants de choisir, pas dans un congrès national pour tout le monde, peu importe la décision. Je pense que Québec solidaire a erré dans cette décision-là, honnêtement. Marc-André? Ben, je pense qu'il va en avoir d'autres. Là, c'est le premier, puis c'est le dernier candidat là, en lice à l'élection partielle là, cet automne dans Jean Talon. Mais c'est ce qui est bizarre également, ce qui est spécial, puis j'entendais Émilie Lessard-Terrien avec notre collègue Paul Larocque hier soir au bilan, elle m'a dit « Ouais, mais là, ça, là, c'est juste qu'en 2024, jusqu'au temps là, qu'on revoit nos statuts là, pour la prochaine campagne. Ouais, mais pourquoi tu prends cette décision-là pour 12 mois? On est à l'aube de 2024. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de partiel vraiment qu'on voit devant nous. Fait que là, tu prends une décision comme ça. Tu veux changer l'image de ton parti. Tu sais, Mme Lessard-Terrien nous parle de la ruralité, mais quand tu écoutes Québec solidaire, c'est comme si des gens de région, on était de seconde classe. Là, tu sais, tellement on a l'air de des bébites spéciales à leurs yeux. Là. Mais là, fait que là, ils prennent cette décision-là. Mais là, c'est pourquoi? C'est pour 8 mois, 10 mois. Au plus tard, on va réviser ça dans un an. Fait que ça fait aucun sens. Et je pense que, oui, là, il y a M. Bolduc ce matin qu'on peut lire dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, mais il va en avoir d'autres, là. Je veux dire, il y en a d'autres qui vont être fâchés parce que au-delà de hommes-femmes, on enlève du pouvoir, là. Je suis d'accord avec Yasmine. Tu sais, on enlève du pouvoir sur les gens sur le terrain. Puis, tu sais, Québec solidaire, c'est justement ça, là. Tu sais, c'est redonner le pouvoir à la rue et les grandes causes et les grandes manifestations. Mais justement, là, ils viennent d'en enlever quand même beaucoup, hein. Parce que, pour les gens à la maison, là, quand tu es membre d'un parti politique, là, je veux dire, tu prends pas 150 décisions par jour, là, mais la décision qui te revient, c'est de choisir l'homme ou la femme qui va te représenter lors de la prochaine campagne électorale. Là. Ouais, mais là, ce sera plus effectivement une décision qui reviendra aux membres, parce qu'on avait senti, Marc-André, cette espèce de fissure là, entre l'exécutif et les membres, entre autres dans Jean Talon. Puis ce qui est arrivé à Olivier Bolduc, c'est un bon exemple de ça. Il y avait ce que l'exécutif, ce que l'establishment du parti voulait, puis il y avait ce que la base voulait. Puis c'était pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Puis ce sont là l'exécutif national, eux l'air fou parce qu'ils ont perdu. Mais c'est toujours ça le danger. Quand tu veux avoir quelqu'un, ben t'as un risque que les membres sur le terrain. Mais surtout dans ce cas-là, où on est allé chercher une candidate à l'investiture, mais M. Bolduc était là depuis plusieurs élections, depuis plusieurs années. Il avait travaillé le terrain. C'est lui qui avait recruté les membres. Fait qu'à la fin, le résultat, il était pas surprenant. Yasmine, on faisait référence à Émilie Lessard-Terrien tantôt. Là, la question qui va se pointer à l'horizon tranquillement pas vite, c'est qui tu envoies au face-à-face à TVA? Est-ce que tu envoies GND ou Émilie Lessard-Terrien?
Ben, ça va être une belle question qui va se poser chez Québec solidaire, mais je pense que ça va être GND. Je pense que ça va Ah être oui? Gabriel Pourquoi? Nadeau-Dubois. Parce que, ben, premièrement, il y a cette expérience-là. Deuxièmement, il est chef parlementaire, donc habitué de croiser le fer avec les autres chefs de parti. Tu sais, quand tu connais les autres chefs de parti parce que tu es dans le jeu de parlementaire avec eux au quotidien, là, c'est pas la même chose que arriver tout d'un coup et faire un débat avec eux. Euh, je pense que ça va être Gabriel Nadeau-Dubois, mais je n'ose plus faire de prédictions dans ce qui concerne Québec solidaire. Là. C'est toujours ce que je pense pas qui va se passer. Fait Ils que, réussissent toujours à nous peut-être que ça surprendre. va être Amélie. Ouais. C'est ça. Je pense que ça va être finalement Émilie Le Sortel. Mais hier, moi, je suis resté quand même assez surpris parce que Mme Lessard-Terrien, elle a lancé un avertissement à M. Nadeau-Dubois, là, et je cite, « Je n'ai jamais été dans l'ombre d'aucun homme et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ouais. » Wow! Non, mais tu sais, c'est toute une façon de commencer une relation de travail. Là. Parce que ce qu'on entend dans les coulisses, c'est que M. Nadeau-Dubois et Mme Lessard-Terrien, c'était pas nécessairement les deux députés, là, quand Mme Lessard-Terrien était au Salon Bleu, les plus proches à Québec solidaire. Fait que là, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Elle lui lance cet avertissement-là. Il n'y a aucun homme c'est qui clair, ne hein? sera pas le premier envers lui. Également, elle avait fait un long texte là, suite à la lecture du livre de Catherine Dorion. Fait qu'il y a un avertissement. Mais je suis d'accord également avec Yasmine que je pense que ça va être M. Nadeau-Dubois. En fait, je l'espère pour une chose. Je suis tanné dans la politique contemporaine qu'on prenne un chef, on l'envoie une fois en campagne, puis la personne n'a pas de deuxième chance. Un chef politique, là, c'est pas un stylo jetable. Ils doivent avoir de deuxième chance. Tu apprends quelque chose durant une campagne électorale, tu apprends des débats, tu apprends comment monter une plateforme, tu apprends comment gérer ton équipe de candidats, tu apprends, toi, comment gérer ce stress-là, qu'il y a 124 autres personnes qui dépendent de ta performance à des entrevues, dans des débats, dans des rassemblements. Mais là, si à chaque fois que quelqu'un ne réussit pas une campagne, on le prend puis on le jette, mais à un moment donné, il n'y a plus personne qui veut faire de politique, il n'y a plus personne qui veut vouloir être chef au co-porte-parole. Fait que je l'espère dans un point. Ouais, mais il faut être patient un peu, là. Je veux dire, je pense que M. Nadeau-Dubois, il a appris. Il n'a pas été parfait en 2022, mais au moins, ouais, je pense qu'il mérite quand même une autre chance pour 2026. Là. C'est encore une fois la grève, hein? Ça se poursuit, notamment pour la FAE. Là, Oh, c'est oui. grève générale illimitée. On sent qu'il y a un fossé encore entre le gouvernement et le syndicat. Mais là, pour ce qui est du Front commun, on avait pris une espèce de pas de recul. C'est-à-dire qu'on avait fait quelques journées de grève ici et là, à peu près 4 depuis le début de ce conflit-là. En fin de semaine, pas de nouvelles annonces, pas de recul. Les leaders se rencontrent. Mais là, tout indique, là, puis ça va être confirmé là, au cours des prochaines heures, qu'il y aura d'autres journées de grève qui seront annoncées. Comment, Yasmine, tu interprètes ça? Comment tu reçois ce signal-là? Pourtant, il y a un conciliateur d'impliqués, mais... Ben, ils doivent continuer à maintenir la pression. C'est aussi dans la stratégie des syndicats. Tant qu'ils font pas des gains significatifs dans la table de négociation, puis ça, ils vont pas nous le dire, là, mais le seul signe, c'est de fait de mettre un holà sur les journées de grève. Ben, ils doivent maintenir cette pression-là, puis la seule manière de la maintenir, c'est en annonçant des journées de grève. Bon, il n'y a toujours pas question de déclencher pour le Front commun une grève générale illimitée. Je trouve ça sage de leur part d'y aller plutôt à coup de 2-3 jours de grève, de manière à mettre de la pression pour que les négociations s'accélèrent, plutôt que de rompre diplomatiquement là, les relations, ce qui n'a pas été la stratégie de la FAE. Puis on voit que la stratégie de la FAE ne semble pas payer là, outre mesure. Là. On dirait que vous voulez grève, ben, vous serez en grève, c'est vous qui l'aurez décidé. Ben, nous, Sans on va fond de continuer à grève. négocier à notre rythme. Puis ils n'ont pas de fond de grève, la FAE. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise Incroyable. quand j'ai su ça. Je reviens pas. Mais Alexandre, tu dis sans fond de grève, tout ça, c'est leur décision, c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre. Mais quand j'entends des professeurs nous dire qu'ils donnent environ 1 000 $ par année à leur syndicat, là, Ça va où, cet argent-là? ben, Ça sert à quoi? sont toujours bien 65 000 fois 1000, c'est toujours bien 65 millions si mes maths sont encore bonnes par année. Ils font pas la grève tout le temps. Et là, posez-vous des questions, les amis, là. À vous, cet argent-là, dans la structure, payer des salaires, payer des tucs. Je veux dire, je crée bien que les tucs coûtent cher, là, les tucs rouges, mais à un moment donné, les enseignants... Non, mais là, c'est... Parce que là, ouais, l'inflation, le dos large, mais à un moment donné, c'est que
Tu lis les professeurs, puis il y en a qui cherchent des jobs, du Ils font du DoorDash. télétravail. Il y a une dans le Ils font journal, du là, elle raconte, elle fait Ah des ouais. livraisons DoorDash là, le soir, les fins de semaine pour Mais aller. ces gens, moi, ce que j'aimerais ça savoir, c'est que ces gens-là, là, quand ils ont voté là, à 90-95% là, pour la grève illimitée, est-ce qu'ils s'attendaient que la FAE allait l'appliquer au jour 1 de la grève? Il n'y a pas de crescendo. Là. Première journée FAE, on fait la grève illimitée. Est-ce que ces enseignants-là pensaient ça? Je m'explique encore mal, moi, Marc-André, cette stratégie-là, cette espèce d'ultimatum-là. Là. Puis, tu sais, dès que j'ai vu la stratégie, puis là, je regardais le calendrier, je dis, ah là là, ils n'ont pas de fonds de grève. Grève générale illimitée dès le départ. Noël s'en vient. Noël s'en Noël vient. s'en vient. Conséquences sur les enfants, faut pas oublier. T'imagines, Marc-André, les Hey, conséquences sur les enfants s'il n'y a pas d'école jusqu'à Noël? Ben, moi, je suis là-dedans. Là. Mes deux filles sont à la maison. Là. Puis là, hier, là, c'était quasiment Noël. Là, justement, on est quasiment rendu là. Parce que là, il faut faire des activités, du bricolage, puis du dessin. Puis là, d'autres amis viennent pour aider d'autres parents. Puis en plus, là, il y a Québec, là, c'est le bordel. Il y avait des pannes de courant. Fait quelqu'un, il y a une amie, ma plus jeune, pour l'aider parce que ses parents n'ont pas d'électricité. Je veux dire, c'est comme ça. Il n'y a pas d'école. Les enfants sont à la maison. Tout est beau. Tu fais-tu du bricolage, toi aussi, Yasmine? Non, heureusement, moi, mes enfants sont à la FAE. Pas la FAE, ils sont au Le Front commun. Donc, moi, j'ai eu 3 jours de camp de jour la semaine passée où il fallait faire du décollage, puis regarder bien des films, puis s'occuper comme on peut. Mais j'ai jamais été aussi heureuse que de les déposer le vendredi matin. Mais là, pendant ce temps-là, Ouais. Magali Picard et le numéro 2 de la FTQ vont aller, Marc-André, à la COP 28. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est une bonne décision? Je comprends pas. Ah non, mais sérieusement, quelle mauvaise idée, là. Et moi, je l'ai dit souvent, Qu'est-ce qu'ils vont Magali aller Picard, je la trouve excellente. C'est une bonne communicatrice, une bonne personne. Je pense qu'elle a changé l'image de la FTQ. On a besoin de leaders syndicaux comme Mme Picard. Mais là, la COP 28 à Dubaï, c'est quoi le rôle? Puis ils disent qu'ils vont depuis 2015, là, depuis le début. C'est quoi le rôle de la FTQ? Là? Qu'est-ce que la FTQ a amené dans la COP 15, la COP 17, la COP 27? Je le sais pas. Mais là, présentement, ce que je sais, c'est Magali Picard doit pas quitter le Québec, là. Quitte à peut aller à Ottawa, là, peut-être, là, chez Caris en Outaouais, mais à part ça, là, tu restes ici. Voyons donc. Mais c'est qui a placé ça? Je veux dire, tu fais le combat, on dit c'est historique, c'est depuis 1983. Là, ce matin, on va annoncer d'autres journées de grève pour le Front commun. Madame Picard, restez ici, là, annulez le billet, là. À Dubaï en plus, qu'est-ce qui va vraiment, tu sais, puis tout le monde critique la COP 28 présentement, on va pas dans l'environnement à Dubaï. Restez ici, moi je ne comprends pas. Le numéro 2 aussi, il va. Fait que le Front commun là, perd probablement sa porte-parole la plus efficace. Moi, si j'étais la CSN puis les autres dans le Front commun, je dirais, hey, Magali, reste avec nous autres. Là. C'est un drôle de timing, hein, Hey. Yasmine? Moi, j'ai rien compris quand j'ai vu cette annonce-là. Là, je suis comme, c'est impossible. Ça doit être une joke. Elle s'en va à Dubaï alors que le monde sont dans une incertitude, qu'il y a des journées de grève qui sont annoncées, qu'on dit qu'il faut négocier puis arriver à une convention collective avant Noël pour que les choses... Puis on s'en va parler de la COP 28. Pour vrai, là, la COP 28 où il n'y a pas grand monde qui y va par ailleurs, là, il n'y a pas grand chef d'État qui y va. C'est pas nécessairement la COP, c'est pas la conférence de Paris, là. Qu'est-ce qu'elle s'en va faire là alors qu'il y a du monde dans la rue? Qu'est-ce qu'elle s'en va... Pour moi, c'est un manque de jugement flagrant. Ah oui. Là. C'est un gros mauvais pas qu'est en train de faire Magali Picard puis la FTQ en général. Là. J'espère qu'ils vont reculer parce que le gouvernement, s'il est intelligent, là, il s'accrocherait à cette nouvelle. Ah oui, puis en plus, quand tu lis leur communiqué là, qu'ils ont envoyé hier, en plus, c'est ça qui est bizarre, tu sais, ils font un communiqué de presse. Là, on est heureux de dire qu'on s'en va à la COP 28 dans un moment historique. Là. Mais ils sont plusieurs, là, tu sais, la numéro Mme Picard, le numéro 2, puis le 3, 4, 5 autres, on s'en va là-bas, là. T'as raison, Yasmine, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui y vont, là, tu sais, vraiment des kingpins, mais il y a quand même 70 000 personnes, là. 70 000 personnes qui s'en vont à Dubaï, là, qui vont nous faire la leçon que nous autres, on devrait arrêter d'avoir des poêles à bois, puis qu'on devrait fonctionner en trottinette électrique. Là. Eux autres, tout est beau, ils peuvent prendre l'avion. Mais moi, Rien, ce rien. Ce qui m'intéresse, c'est les membres là, de ces syndicats-là qui, eux, font des journées de grève, qui sont en train de se geler les pieds puis les mains dans les rues à manifester pendant les journées de grève, là, puis qui apprennent
que The Big Boss est à Dubaï. Est à Dubaï, toi, les choses. Il va faire pas mal de Écoute, show. je pense que ça va être chaud dans les manifestations et les Mais, assemblées générales ici. on Beaucoup peut, plus on qu'à peut, Dubaï. on peut-tu faire du télépictage en direct de Dubaï? Peut-être c'est ça. Ah, peut-être. Ah, Peut-être. C'est J'avais c'est pas pas pas. pensé à ça. C'est pas C'est fou. peut-être J'avais pas ça. pensé à ça. À surveiller aussi, ça c'est important. Le Bloc québécois qui va déposer un projet de loi privé pour retirer l'exemption religieuse du code criminel. Honnêtement, moi, Marc-André, je suis tombé en bas de ma chaise encore d'apprendre que sous le couvert de la prière, là, on peut faire passer des messages haineux, épouvantables, et que ça peut ne pas mener à des accusations ou des conséquences graves. Au Canada, Marc-André, Oui, article 319 du Code criminel, effectivement. Puis ils sont habiles, là, les Adil Sharkawi de ce monde, justement, à prendre des textes religieux, puis si on fait ça sous le couvert de la religion, qu'on cite un texte religieux, on est correct, là. Et c'est pour ça qu'on voit pas d'accusation. C'est beau dire, les discours haineux, crimes haineux, les propos haineux dans le code criminel, c'est codifié, puis il peut y avoir des... Non, mais là, il y en a jamais, parce qu'on réussit tout le temps à jouer sur l'exemption. Fait que ça va être intéressant. Le Bloc dépose un projet de loi privé là-dessus, le projet de loi de M. Blanchet, le chef. Ça va de voir comment le gouvernement, les autres partis vont réagir, là. Parce que là, ça, c'est... Moi, ce que j'aime dans la politique, c'est quand on met des trappes là, devant les autres, tes adversaires, là. Et ça, c'est une trappe, là. Parce que là, surtout le gouvernement, parce que c'est toi qui peux décider de modifier le code criminel. Est-ce qu'ils vont tomber là-dedans? Comment ils vont défendre la religion versus des propos contre certains groupes, certaines communautés? Ça va être intéressant à voir le débat, là. c'est délicat Moi, pour les moi, il y a libéraux. Hein? il y a aucune raison d'avoir des discours haineux, des discours appelant à la violence. Il n'y en a aucune bonne raison. Puis la religion n'est certainement pas une raison pour justifier le discours haineux puis la violence quand on sait ce que les religions ont pu être comme source de violence à travers l'histoire, là. Mais je parle même pas de 2023, mais à travers l'histoire. Pour moi, il ne devrait pas y en avoir d'exemption. Un discours haineux est un discours haineux, peu importe où il tire sa source, peu importe où il tire ses origines, là. On s'en fout de ça. Le Bloc québécois fait très bien. Puis là, maintenant, on va voir comment les libéraux et les conservateurs vont répondre parce que l'un et l'autre là, vont se trouver devant autant de difficultés. Oui, ça sera intéressant à suivre. Yasmine Marc-André, merci pour la discussion. Merci à vous.